Sur cette vidéo, je vais vous parler de Homeworld Desert of Karak. Et je vous en parle. D'habitude, je donne pas vraiment d'avis, il n'y a pas de review sur ma chaîne, il n'y en a jamais eu. Globalement, je disais, je fais des vidéos sur des jeux qui me plaisent. S'il n'y a pas de vidéo, c'est soit parce que je l'ai gardé pour ma gueule, soit parce que je le connais pas, ou alors parce que le jeu n'en vaut pas la peine. Mais là, c'est un cas particulier puisque j'ai acheté le jeu en me disant ça va être aussi bien que les Homeworld 1 et 2 éditions remasterisées que j'ai achetées. Et comme vous en doutez, les attentes se sont pété la gueule. Euh, j'ai acheté le jeu en me disant c'est la suite, il est en solde, donc à moitié prix, il me semble qu'il est à 40 €. Là j'ai eu pour 20 € avec tous les DLC compris, la totale. Et j'ai été déçu. Ouais, on va dire ça. Déçu. Je vais essayer de vous rapidement faire l'état des lieux. Donc, je suis parti de Homeworld, je connaissais pas la licence, et je l'ai fait, j'ai torché vraiment comme un taré parce que j'étais plongé dedans. Première approche qui était difficile, mais la seconde, je lui ai redonné sa chance parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, même si là, le premier contact était dur. Et j'ai vraiment torché. Le premier, quand je l'ai fini, le deuxième, j'ai direct enchaîné. J'ai fait des sessions de 3-4 heures d'affilée parce que le gameplay est absolument génial et l'histoire donne tout autant envie de connaître la fin. Donc je me suis dit, Homeworld Desert va être du même acabit. Alors, dès la cinématique d'intro, et quand je dis cinématique d'intro, c'est pas celle du jeu lorsqu'on lance la partie, mais lorsqu'on lance le jeu, il y a toujours les sortes de crédits, les logiciels qu'ils ont utilisés, les technologies, et ils ont utilisé le moteur de rendu Unity. Alors je sais pas si c'est un problème qui vient d'Unity, mais tous les jeux que j'ai eu sous Unity sont très très mal optimisés, ils sont super lourds. Alors que les jeux, c'est pas forcément des triple A qui sont censés pomper la carte graphique. Mais il n'empêche que il y a des latences, il y a des ralentissements forts. Peu importe le niveau graphique qu'on a choisi. Moi, dans ce cas-là, j'avais tout mis au max au départ. Il y avait des saccages. Je me suis dit, bah, je vais tout baisser au max. Enfin, du coup, je me suis retrouvé avec des graphismes de merde. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Si on peut gagner de la fluidité dans un jeu de stratégie, c'est ce qui est le plus important. On ne peut pas se permettre d'avoir des troupes qui se téléportent ou alors on a tout d'un coup un freeze en plein milieu de partie et la partie continue quand même en dessous. C'est juste que l'interface graphique c'est complètement frisé et puis il y a le jeu qui se continue derrière. Donc du coup on ne sait pas ce qui se passe et puis on se retrouve 2 secondes plus tard avec les troupes qui se font attaquer de toutes parts ou alors on n'a pas pu réagir en fonction. Et chaque seconde dans un jeu de stratégie très important. Donc fluidité, c'est obligatoire. Et même en baissant tout au max, j'avais des saccades. Et pourtant, je suis un roi de l'optimisation, je sais exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire fermer toutes les applications, même celles qui sont en tâche de fond, quand on a ce genre de problème. Et malgré ça, il n'y a eu aucune différence. Donc déjà, ça, c'est un mauvais point pour le jeu. Ensuite, il y a un équilibrage qui est un peu mal foutu. Euh, C'est-à-dire que moi, à la fin, je tournais toujours sur le même type d'unité. J'avais complètement délaissé certaines qui me servaient plus à rien, même si j'avais pas de ressources. D'ailleurs, je vais pas reparler des ressources. Je n'utilisais plus certaines unités parce qu'elles étaient complètement désuètes, inutiles. Euh, En parlant de ressources, j'ai trouvé le système complètement con. On avait l'habitude dans le Homeworld 1 et 2 d'avoir en vue directe toutes les ressources de la map. C'est-à-dire toutes les ressources qui sont éparpillées, on les voit. On ne sait pas juste où l'ennemi se trouve. Mais en revanche, on sait exactement où toutes les ressources se trouvent sur la map. Et en début de partie, on avait ce souci, ça s'est réglé par la suite et c'est expliqué dans l'histoire, mais ça n'empêche que au départ on se retrouve avec des ressources manquantes. Et je me suis retrouvé très vite dans des cas de situation où j'avais plus aucune ressource, je pouvais plus construire l'armée et je me faisais attaquer quand même. Donc en gros, reset, on recommence la partie depuis le début. Mais ça n'empêche que je me retrouvais toujours dans la même putain de situation, avec des troupes en face qui sont surarmées,
avec, ça c'est un truc qui m'a vraiment fait chier, c'est que je trouve que les, les lasers, les tourelles laser, enfin ceux qui tirent des lasers, les ennemis, sont surcheatés. Ils sont complètement abusés par rapport à ce que nous on a. J'ai l'impression que mes troupes, j'en vois en 1v1, ils se font défoncer. J'ai vraiment cette impression dégueulasse de ne pas avoir de poids. Mes armées, je suis toujours, quand j'envoie toujours des Gugus à l'attaque, je me dis pas, je peux l'envoyer, je gère, il va, il va arriver à s'en sortir dans cette situation. Même en 1v1, je peux pas me dire, ah, c'est bon, je vais laisser gérer. Non. J'envoie toujours deux trois j'appelle les guérisseurs, les grosses tours qui permettent en fait de guérir en fait. Voilà, toutes vos troupes, enfin les guérir, les réparer. Et ce qui est, voilà, c'est un peu embêtant. J'avais pas cette impression dans Homeworld. En Homeworld, je balance mes troupes telles quelles, euh, avec beaucoup moins de pression au niveau des ressources. C'est un truc de fou. J'avais pas ce problème de ressources dans Homeworld 1 et 2. Et là, j'ai complètement eu. Au bout d'un moment, ça m'a tellement gavé parce que je me faisais toujours avoir au même endroit, au même niveau, et je me retrouvais toujours dans la même situation au final. Donc j'ai utilisé un trainer pour avoir des ressources illimitées, pas les bleus, les oranges. Les bleus, je me suis dit, bon là c'est bon, je peux quand même essayer de me démerder. Mais sinon, si j'avais pas ce trainer, je crois que j'aurais pas terminé le jeu, j'aurais foutu au placard et ciao, ciao le Gugus, je veux plus jamais te revoir parce que c'est vraiment, ça a été mal dosé. Ça a été vraiment trop mal dosé. Et il y a aussi des petits soucis de gameplay, j'ai pas trop compris. Alors c'est peut-être normal, mais pour moi ça m'a paru évident que quand une unité commence à tirer, elle peut pas tirer à travers les murs, ni à travers les bancs de sable. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Étant donné que nous, l'IA, elle sait exactement où elle peut tirer, elle sait qu'à partir de ce niveau, elle peut tirer même s'il y a le banc de sable. Pour elle, c'est indiqué dans son code, elle sait exactement à quelle mesure, à quel endroit, à quel point. Sauf que nous, on le sait pas. Donc ça fait un gros désavantage. C'est complètement con. C'est-à-dire que l'IA part avec un gros avantage. Et c'est un peu le même principe, enfin, sauf que dans l'autre jeu, c'est pas prévu par les développeurs, c'était un bug. Dans Far Cry, et vous pouvez voir quelques vidéos dessus, c'est que quand on met en difficulté ultra, l'IA commence à voir à travers les murs. Et ça devient rageant à force de se faire descendre, alors que nous, on voit pas. C'est-à-dire, il y a un mur bien opaque, il y a une personne derrière, l'IA, elle est derrière, elle nous voit, mais nous, bah, on n'a aucune possibilité de la voir. Donc c'est une sorte de triche. Et là, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. À la fin, j'étais vraiment gavé, ce que d'ailleurs la fin, j'ai trouvé décevant. Ça finit sur un pseudo cliffhanger assumé, mais pas trop. T'as le méchant qui dit faites gaffe, il y a le maître qui va arriver, il va vous péter la gueule, et puis l'autre nana, elle dit oui, c'est le début d'une aventure. Elle fait même, enfin je sais pas, se pose même pas la question de ce que le Gugus lui a dit, elle a dit même pas, mais qui est ce mec, qui est ce prophète, qu'est-ce que c'est cette chose. Non, en fait au fond, on trace tout droit, on prend l'arme, on commence à tirer sur tout ce qui bouge, et fin d'histoire. Il n'y a pas de, il y a même, je sais même, je sais pas, il y a des liens qui sont évidents, mais seulement pour ceux qui ont joué au jeu précédent. Et encore, je me suis pas trop attardé sur les termes techniques, les noms des personnages, les noms des races, des entités qu'il y avait dans le 1 et le 2. Ça aurait été bien d'avoir un petit rafraîchissement ou, je sais pas, que le personnage, vu qu'il se retrouve dans la même situation, se pose les mêmes questions. Mais qui sont ses ancêtres? Qui est ce prophète dont tout le monde parle, dont tout le monde a peur, que tout le monde craint, enfin voilà, à cause de qui on a que des embrouilles, des emmerdes. Il n'y a même pas ce genre de réflexion dans le scénar. Et j'ai l'impression qu'en plus, le scénar a pris 2 fois plus d'importance que dans les 2 précédents volets, alors que dans les 2 précédents volets, il y avait un truc qui était bien, c'est que ils ont compris que l'histoire c'est bien, ça permet de faire avancer, de justifier les cartes et les maps,
Mais le gameplay, c'est tout aussi important. Si, si l'histoire est absolument géniale, mais que le gameplay est à chier, les joueurs vont abandonner, puisque on est censé être investi dans un jeu qui nous amène à avancer dans l'histoire. L'histoire, c'est une chose, c'est-à-dire si l'histoire est bonne, on aura envie d'avancer, mais si le gameplay est complètement dégueulasse, on va se dire, je fous le jeu de côté, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va soit jouer à ma place, ou alors je vais essayer de trouver un game movie sur YouTube. Tout le monde fait ça, je vais pas m'emmerder, soit à acheter le jeu parce que j'ai vu chez mon pote, c'est à chier, ou sur internet, ou alors parce que j'ai testé et je l'ai foutu dans le placard et puis le prochain volet, il peut se le foutre là où je pense parce que j'étais complètement déçu. Surtout si c'est pour annoncer qu'ils font exactement le même style de jeu, dans le même gameplay, qui change rien, juste un petit scénario un peu plus évolué. C'est à peu près la même situation que j'ai ressenti avec Tomb Raider. Le reboot que tout le monde a annoncé comme étant le jeu de la perfection. J'ai testé, j'ai joué, je crois, un quart d'heure, je me suis forcé à aller, je me suis dit, bon, tout le monde dit qu'il est bien, donc c'est peut-être moi qui suis con. Donc, je vais lui donner la chance et y jouer 1 heure. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que c'était quand même de la merde. Parce que moi, j'avais joué aux anciens Tomb Raider, et les anciens, c'est de la... C'est comment dire, il y a peut-être un peu plus d'histoire que de gameplay au final. C'est-à-dire que le gameplay n'a pas tant changé depuis le premier, c'est toujours la même chose. Tu as un personnage, tu as des escalades, tu as un peu de gunfight contre personnage X, Y, on s'en fout. À la limite, tu tires juste sur des trucs, t'as une histoire avec un peu de mythologie, des dieux, des immortels, des fantasmes en tout genre sur l'histoire et les secrets. Et sur les derniers Tomb Raider, c'est parti en RPG à la con, où faut farmer. Dans un Tomb Raider, je sais pas, c'est tellement con. Moi, honnêtement, j'ai joué aux 2 anciens Tomb Raider, je me suis dit, putain, mais c'est génial. C'est pas parfait. C'est clairement pas parfait. Il y a des trucs qui m'ont fait rager, qui m'ont fait rage quit 2, 3 fois. Mais à la fin, quand j'arrivais, j'étais là, genre, Fou, c'était bien quand même. C'est une bonne histoire. Je passe à autre chose, mais j'en retiens quand même quelque chose d'intéressant. Et ici, là, sur ce Homeworld, je ne conseillerais pas du tout à un fan, je dirais, pas son chemin. Ça, ça, je sais pas, ça a le visuel d'un Homeworld, ça peut être la sensation d'un Homeworld au premier abord, mais c'est un goût de chiotte après. C'est-à-dire sur l'arrière-goût, tu fais, en fait, c'est de la merde. C'est merdique. C'est, voilà, c'est pas abouti. Ils auraient dû. Par contre, on va être tous d'accord. Je vais quand même donner quelques points positifs parce qu'il y en a, il n'y a pas tout qui est mauvais. Euh, ils ont vraiment bien travaillé l'aspect du sable, des animations, des véhicules. Ça, c'est. Il n'y a pas de reproche. J'ai été impressionné quand il y a le véhicule qui passe une dune. Et forcément, la vitesse qu'il a prise sur la montée, le propulse et le fait atterrir et rebondit, c'est vraiment très crédible. Franchement, j'ai été bluffé par la qualité des animations. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu le temps que de se concentrer sur ça. Et au dernier moment, il y a le patron qui est arrivé, il a fait il y a du timing ici, il faut respecter là, hop, 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 faut me sortir dans un mois. Et les gars, en rush complet, ils se sont dit, ah merde, on a complètement oublié qu'il fallait faire un équilibrage, vérifier que à long terme ça tient, est-ce que le multi est bon aussi, parce que j'ai eu des retours, le multi est à chier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer en Homeworld, même encore aujourd'hui. Par contre, je suis allé voir le multi, il y avait 10 personnes. Bon. Et je me suis dit, bon, allez, on va tester une partie avec l'IA. Les cartes sont fades, sont complètement nazes. C'est du symétrique en fait, ils sont pas fait chier, ils ont foutu. Ils ont fait un tracé, et puis ils ont appliqué une symétrie, et puis ils foutent l'ennemi en face, et puis voilà. Fin d'histoire. C'est vraiment dommage, parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant, mais l'histoire se prend trop au sérieux. Vraiment trop, trop, trop sérieux. À la fin, j'en avais marre. Je tamponnais le bouton échappe parce que c'était relou. C'était limite nanardesque parce que le personnage féminin, je suis tout à fait d'accord pour le féminin, mais là, c'était vraiment abusé. Oh, je sais, mon frère, il est mort, il s'est battu, c'est incroyable. Waouh, il y a une ville en dessous, c'est. Waouh. Ça manque de punch, c'est.
ça manque de sel, quoi. J'ai l'impression de bouffer un truc qui est complètement fade, sans aucune saveur, sans aucune épice. Tu manges sans aucune conviction, quoi. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que dans Homeworld 1 et 2, le personnage qui se trouve au centre de la fierté de Karak et bah, merde, je sais plus, Homeworld? Non, je me souviens plus du nom du premier vaisseau. C'est un personnage qui est branché au vaisseau mère, qui est vraiment branché comme en intraveineuse, et qui fait fusion avec tout le vaisseau. Donc c'est un peu normal qu'il soit un peu inexpressif, même si dans les faits il est inexpressif. Je trouve qu'il y a plus d'émotion dans ce personnage que dans celui de la version désert. C'est vraiment ressenti, c'est-à-dire même si la voix était monotone, elle était d'un calme. Et même si c'était calme, on pouvait ressentir la crainte, la peur, le- le- la précipitation, l'excitation, la joie, même avec un ton monocorde. C'est impressionnant, j'étais vraiment dedans, je suivais le personnage, son impulsion, même si la voix était complètement monocorde. Là, elle est monocorde, mais sans aucune fille. Alors que on le voit dans les cinématiques, c'est un personnage comme vous et moi, et c'est pas censé être monocorde, je sais pas, c'est un être humain, oui, c'est chouette, on a réussi à leur péter la gueule, ou oh merde, il y a mon frère qui est mort, et puis là elle part en triste, non, c'est juste, oh, mon frère s'est sacrifié. Je sais pas, il y a pas de larmes, il y a pas de, c'est terrible, c'est triste, ah, mon frère, c'est terrible, enfin, je sais pas, moi, merde, quoi, c'est pas à moi de faire le scénario, mais ça manque de punch. Et c'est à peu près à l'image de tout le jeu, ça manque d'action, ça manque d'investissement, et ça se sent aussi dans le gameplay du coup. Ça se sent dans le gameplay, t'as des imperfections, des inexactitudes, on sait pas trop si ça va marcher, on n'est pas sûr de lancer nos troupes parce qu'on sait pas si tout d'un coup le mur, est-ce qu'il est physique, ou est-ce que les gars peuvent tirer au travers, ou est-ce qu'ils peuvent rouler dedans, ou est-ce qu'ils peuvent le traverser, des fois oui, des fois non. Ce genre de truc, ça va pas dans un jeu de stratégie. Ça ne va pas dans un jeu de stratégie. Il faut de la précision, il faut des règles très strictes et qui se basent sur ce qu'il y a de réel. Parce que la stratégie, instinctivement, on va se dire, dans un mur, dans la ville réelle, un mur, tu ne le traverses pas. Tu peux à la limite le défoncer à coups d'obus, et ensuite tu peux tirer au travers. Enfin, tu tires plus au travers puisque tu as créé un trou. Mais dans un premier temps, tant que tu n'as pas défoncé le mur, tes tirs ne traversent pas. Voilà, globalement c'est ça. Je sais que c'est pas forcément vrai, mais dans un jeu de stratégie, c'est assez complexe. T'es pas en FPS, t'es pas tout seul à te gérer. Tu dois gérer des troupes qui ont chacune leurs compétences spéciales. Il y en a qui tirent des obus, d'autres c'est des tirs de mortier, d'autres c'est de la mitraillette, d'autres c'est des lasers. Et il faut que ça soit vraiment très précis. On puisse se reposer sur des règles qui soient strictes et pas aléatoire, bah, celui-ci peut, celui-ci peut pas. Un peu dans cette situation. Oh, parce que là, voilà, c'est bien. Oh, voilà, là, voilà, voilà. Et je comprends bien que le jeu, c'est difficile à le coder, étant donné qu'avant c'était dans l'espace, il n'y avait aucun problème de cohésion, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de sable. Là, c'est vraiment différent. Mais voilà, ça n'empêche que si jamais ils doivent en refaire un, c'est reprendre le jeu, ne pas partir sur quelque chose d'autre parce qu'ils s'en sont pour le moment pas capables, mais reprendre le jeu tel qu'il est et améliorer le concept. Tu prends ça, tu lis tous les commentaires, tu fais la liste de tous les défauts, tout ce qui a été reproché, et tu améliores déjà ça. Et étant donné que je fais une vidéo, je me sens investi par le jeu parce que honnêtement, même si c'est un truc que j'ai découvert très tardivement parce que la licence, premier jeu, il me semble qu'il est sorti en 2004. Et même si c'est très vieux et que j'ai découvert ça récemment, ça n'empêche que je suis hypé. Je suis hypé à fond et ça me fait mal au cœur de voir qu'ils se sont loupés à ce point-là alors que le jeu aurait pu être un digne successeur. Peut-être pas aussi bon, mais vraiment un digne successeur. Et je me demande même s'ils n'ont pas fait ça, peut-être dans l'objectif de récolter encore plus de fonds pour pouvoir sortir un Homeworld 3. Étant donné que sur le 2, je ne vais pas vous spoiler, je vous dis pas, mais en gros on finit sur un sorte de
petit cliffhanger. Ça finit la problématique du début de l'histoire, mais le personnage, je me dis, mais il peut y avoir quelque chose d'autre. Ça ouvre l'horizon en disant, on peut faire notre jeu. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo sans aucune prétention, juste pour vous dire que si vous êtes fan, pour le moment, passez votre chemin. Il n'y aura pas de mise à jour, je pense pas. Il n'y aura pas de mise à jour supplémentaire, pas de DLC. Si vous avez des doutes, allez voir les commentaires Steam. Je suis pas le seul à raconter ce que je suis en train de dire, il y en a d'autres. Et voilà, dites dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, le jeu, si vous avez pu y jouer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord, mais n'hésitez pas aussi à argumenter, hein, parce que pouce rouge pour pouce rouge, ça fait pas avancer l'histoire. Faut argumenter, pas forcément pour me contredire, mais juste pour avancer un nouveau point de vue, une nouvelle voie, une nouvelle piste de lecture. Et moi, je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus!